Le Centropolis de Laval est fier de vous présenter, sur les ondes de la télévision régionale de Laval, votre émission « Ça vaut le détour ». C'est une autre émission de Ça vaut le détour qui commence. Merci beaucoup de vous joindre à nous encore une fois cette semaine. Avant de vous présenter les collaborateurs du jour, ceux qui sont assis autour de la table avec moi, je vous propose tout de suite le menu de la deuxième partie de l'émission. On va parler d'alcoolisme en abordant les deux côtés, autant ceux qui en souffrent personnellement, mais aussi ceux qui vivent avec ceux qui sont donc victimes d'alcoolisme, ceux qui font partie de l'entourage, de la famille. On va avoir des gens d'alcooliques anonymes, un responsable de l'organisation et aussi une femme qui s'implique au niveau des comités professionnels. Et on aura aussi quelqu'un de l'entreprise Al-Anon, l'organisme Al-Anon Alatine, qui s'occupe justement de l'entourage des personnes qui sont souffrantes d'alcoolisme. Mais pour tout de suite, je vous propose la première partie avec mes collaborateurs Nicolas Poirier. Salut. Bonjour. Martine Larose, bonjour. Salut. Cynthia Desaulniers, bonjour. Allô. Merci d'être en compagnie de moi-même cette semaine. Merci. On est très contents d'être accompagnés de toi-même. On aime ça être accompagné. Mais surtout, moi aussi, j'aime ça parce qu'une émission sans vous, ça ne serait pas une émission, vraiment. Cette semaine, Martine, tu nous amènes où? Oui, je vous amène découvrir l'atelier du biscuit. Ouh, l'atelier du biscuit. Et Nicolas, toi, tu nous parles? Moi, j'ai parlé de cinéma toute l'année, donc j'ai décidé de vous expliquer un petit peu des trucs pour tous ceux à la maison qui veulent commencer à faire des courts-métrages. Oh, pour ceux qui veulent en faire. OK, là, on passe de l'autre côté. Là. Tu nous parles de films qu'on peut aller voir. Des trucs comment faire des bons films. Faire des bons films, parfait. Mais avant de savoir faire des bons films, on va s'amuser un petit peu. On va sortir avec Cynthia. Mais moi, je vous parle aujourd'hui du Moomba Supper Club qui se trouve ici à Laval, dans Centropolis. Ouais. Et c'est une super de belle place et c'est vraiment la place la plus in, si je peux me permettre de dire, à Laval. C'est, écoute, de toute beauté, cette discothèque-là. Vous rentrez... c'est vraiment... ils ont tout changé le concept. C'est vraiment une grosse piste de danse avec des décors, comment je pourrais dire ça, un peu... c'est comme chic en même temps, puis très... c'est très tendance, Non, mais tu sais, comment je pourrais dire ça? Très naturel. Mettons qu'il y a beaucoup de trucs en bois, tu sais, des grosses pitounes de bois, tu sais. Des pitounes de bois? Oui, des pitounes de bois. Ça pourrait être mal interprété. Parce qu'il y a sûrement des pitounes de d'autres genres. De d'autres genres, oui, on pourrait, mais celles-ci sont en bois, c'est ça. Dans les grands billots de bois, peut-être. Oui, c'est ça. Bon. Oui, peut-être mieux que pitounes de bois. Mais bon, en tout cas, c'est un très beau décor. On a des grosses disco balls au plafond. Écoute, c'est super génial comme décor. C'est fait vraiment, comme je vous disais, c'est ça. Il y a la piste de danse et vous avez un autre palier où on a les tables pour le restaurant parce que vous pouvez aller souper au Moomba Super Club. Et je vous dirais que la nourriture est très bonne. Ouais. Mais il faut réserver, bien sûr, avant d'y aller. Souvent, on peut pas juste arriver là comme ça sur un coup de tête. Non, c'est ça. C'est toujours complet? Bien, souvent, oui. Ah oui? Oh, oui. Très souvent, tu vas y aller, puis les groupes, là, c'est complet. Les gens viennent pour des en parties, table de 10. Oui, c'est ça. Les gens, ils vont réserver pour des parties de fête. Parce que ce qui est bien, c'est que tu arrives pour le souper, puis tu peux rester toute la soirée, puis aller danser, rester dans le même endroit plutôt que d'aller dans un restaurant puis sortir après. Exactement. Ça se fait dans le même lieu. Ah, ouais. Mais moi, je me demande, moi, quand je mange un gros souper, un bon souper, tu sais, on se sent bourré, on est comme un peu fatigué. On n'a pas nécessairement le goût d'aller danser tout de suite. Non, mais justement. Mais non, ça va te faire digérer. Voyons. Justement, tu as envie de bouger, bien, il me semble que oui. Tu devrais l'essayer, Nicolas. Je te mets au défi. Ah ouais? Peut-être. Alors, c'est ça. Donc, les plats qu'on vous sert, c'est souvent du poisson, de l'agneau, des fruits de mer, etc. Vous avez même des petites entrées très fancy au Moomba. Est-ce que c'est raisonnable au niveau du prix? Ou... Bien, écoute, si tu veux y aller, vu que nous sommes des femmes, là, toi, t'es exclue sur cette conversation. Ben oui.
Le mercredi, c'est les Ladies' Night. Donc, c'est gratuit pour les femmes. Si vous voulez aller manger, mais Nicolas, tu peux venir quand même. Et est-ce qu'il y a une soirée gratuite pour les hommes? Ben non, malheureusement. C'est toujours comme ça. Ça hein? attire les hommes, les Ladies' Night. Ben oui. Ils vont Donc, être gratuit, toute la nourriture gratuite pour les femmes. Oui, la table d'hôte est gratuite pour les femmes tous les mercredis soirs. Et le mercredi soir, c'est aussi la soirée latine. Donc, souvent, en début de soirée, on va voir des groupes de danse, même des écoles de danse qui vont venir faire des pratiques ou même des petits spectacles sur la piste de danse, bachata, etc. C'est vraiment le fun. Tu regardes, t'as même plus le goût d'aller danser. C'est ça devient intimidant un petit peu. Mais je pense que je vais passer mon tour. Mais est-ce qu'on peut prendre des ateliers ou est-ce qu'ils vont incorporer des... Bien, c'est ça. Mais je pense que, oui, mais c'est les écoles de danse qui viennent là, puis justement, je pense qu'ils font ça pour attirer les gens pour venir prendre des cours dans leurs écoles. Mais tu regardes aller, puis mon Dieu, je serais-tu capable de faire ça un jour? C'est vraiment... Ah, Nico? Quelque chose d'important qu'il faut préciser, il ne faut pas amener d'armes à feu là-bas parce que la dernière fois que c'est arrivé, ils se sont fait enlever leur permis d'alcool, je pense. Hein? Oui, effectivement. Mais bon. Là, c'est revenu, là, puis là, c'est le slogan, c'est Peace and Love Mumba. Ah ouais? Pour vrai? Oui. Alors, c'est... allons-y en paix. Puis est-ce qu'il y a d'autres soirées thématiques? Là, tu parles de soirées latines. Bon, OK, les mercredis, c'est ça, c'est la soirée latine. Vous avez aussi le jeudi, je pense c'est le chic, c'est fric. Fait que ça doit être un petit peu plus 80, là, comme plus disco. Le chic, c'est fric. Ouais. Ah ben. Et dans ces soirées-là, tout le monde est habillé comme disco, comme des années 80? Non. Je pense que c'est juste un peu plus la musique qui est T'aurais un mis peu ça, différente. Nicolas? Ça aurait été spécial. Non, mais c'est cool pour tourner une scène d'un film qui se passe justement dans cette époque-là. Je serais vu avec ta petite chemise en paillettes, là. Le freak, c'est chic. Ouais, mais j'essaie de pas trop l'amener ici à télé, tu sais. Je garde une petite L'année prochaine. C'est ça. Vous avez aussi le vendredi où ils font de la grande bouffe aphrodisiaque. Hein. Donc, c'est différent un peu. Hein. Fin de soirée promet. Mais souvent, ils vont servir des huîtres. Comme tout le monde sait, les huîtres, c'est très aphrodisiaque. J'ai jamais essayé, mais... Moi, je suis allergique, ça tombe mal. Ah, bon. Ça tombe à l'eau. Ouais, c'est ça. J'ai jamais essayé les huîtres. Et c'est ça. Et les samedis, donc, on invite souvent des DJ très, très connus internationalement au Mumba. Donc, je sais qu'une fois, il y avait Edward Maya qui était là. Il invite toujours des gros artistes. Il y avait, voyons comment il s'appelle, Helmut Fritz. Ouais. Tu sais, ça m'énerve. Il était là, écoute, c'était la furie. Là, les gens capotaient, puis tout le monde est là, ça m'énerve. Mais c'était vraiment... Écoute, je te jure, le party était vraiment pogné dans la salle. Là, mais c'est pour quel type de personnes? C'est plus les gens qui ont comme entre 20 et 30 ans? Mais c'est 25 ans et plus. 40? Okay. Ah, c'est 25 ans. C'est 25 ans et plus. Ouais. Je pense qu'avant, c'était pas 25 ans et plus. Mais j'ai vu ça sur leur site Internet, donc c'est un peu plus vieux. Ça a peut-être une différence un peu... Ouais, ben, c'est ça. On sélectionne une clientèle... Peut-être plus mature. C'est vraiment... Ça porte le lien Super Club. C'est pas... C'est pas une boîte là, pour jeunes. Non, c'est ça. Mais tu le vois, de toute façon, quand tu rentres, là, les gens, ça a au moins 25 ans. Là. Et c'est habillé, il faut être habillé quand même chic aussi. Oui, effectivement. Ouais. OK, il y a un dress code? Oui. Ah ouais. Non, mais... C'est pas de running shoes, pas de... Non, pas de running shoes. Même les gars, je pense que tu peux pas rentrer en flip-flop l'été. Ou... Non. Non, mais c'est tough de toute façon danser en flip-flop, tu sais. Ah, bien, tu serais surpris dans certains pays. de danseur en toi, là. Donc, le Mumba, finalement, à chaque soir, il y a quelque chose de différent ou presque qu'on veut y aller souper ou sortir. Que ce soit l'été ou l'hiver, la terrasse est toujours le fun. Alors, si jamais il y en a qui veulent avoir d'informations, bien, vous allez sur le mumbaclub.com. Donc, allez voir, vous allez voir. Club. Mumba Club. Clubber, clubber. Et manger. Et là, c'est au Centropolis, le Mumba. Oui, effectivement, c'est le 1780 Pierre Pellado, dans le Centropolis. L'avenue Pierre Pellado. Et là, justement, on va rester dans le Centropolis, mais on va sortir, on va aller voir notre amie Catherine Duranceau. Elle est allée se promener dans le Centropolis, dans un petit magasin qui s'appelle le Petit Coin d'Europe. Donc, toutes sortes de produits d'importation et des produits locaux pour donner un petit esprit d'Europe. On va aller voir Catherine Duranceau. Présentement à l'épicerie fine, le Petit Coin d'Europe, qui se trouve au marché gourmand du Centropolis. Et j'ai en ma compagnie le propriétaire Luca. Ça va bien, Luca? Ça va, vous? Ça va très bien. Alors ici, vous avez une grande variété de produits qui viennent d'Europe. Une grande variété, une grande sélection. C'est quoi qu'on retrouve exactement comme produit exactement? C'est sûr que, comme vous voyez, on a plusieurs choix de saucissons de la France, de l'Italie, de l'Espagne. On est fort avec notre saucisse fraîche qu'on fabrique nous autres mêmes.
sont toutes fraîches, il n'y a aucune nutrite. On a de base de veau, l'agneau, du porc, du poulet, des viandes de gibier. Un grand choix de charcuterie, des pâtés, du foie gras, viande de gibier. Plusieurs épices entourent Québec, Italie, puis les 4 coins, on va dire, d'Europe. Et chaque aliment que vous avez, est-ce que vous êtes allé voyager en Europe pour faire une sélection des meilleurs produits? Comment vous avez fait ça? C'est sûr, les saucisses, c'est fait de la vraie manière qu'on fait en Europe. C'est comment ça? On prend les bonnes parties de viande. Ce n'est pas des balances de viande. On va prendre l'épaule, c'est du cochon, avec le gras. On mélange avec les vrais intestins. Il n'y a aucune balance de viande. Le sel conserve déjà la saucisse pour conserver. Okay. Il y a des produits qu'à un moment donné, on voit comme les chorizo, là. Oui, ici, on a... Ça, c'est juste des salamis, là. Oui, c'est des salami. Beaucoup de sélection. Oui, qu'on a que là, il n'y a pas beaucoup de monde qui ont ça au Québec ou à Montréal. C'est comme un exemple, la pâte negra, c'est un produit spécialisé. On va le montrer. Et haut de gamme supérieure, on a 8 sortes de chorizo. Puis chaque chorizo font leur propre cuisson, leur propre chose. Alors, aussi dans les prosciutto, puis dans les salamis, on a un grand choix de salamis. Vous avez... C'est ça, c'est le fun parce que si on va dans les épiceries locales, ordinaires, commerciales, on a comme 1-2 choix. Ouais. Mais ici, vous avez une sélection. Quand vous dites que vous avez 8 sortes de chorizo, comment vous faites pour en avoir autant? Parce que chaque saucisson font leur propre chose. Il y en a qui fait pour cuire, puis un chorizo ibérico pâte negra, tu cuis jamais ça. Parce que c'est un produit qui est haut de gamme. C'est un cachon noir qui est spécialisé, fait pour ça. Tu cuis pas ça parce que tu vas maganer le produit. C'est fait pour manger. Il y a des produits que tu dois goûter, tu dois profiter de la manière qu'ils l'ont faite. Alors, chaque chose font leur chose. Et si on vient ici avec une recette, vous allez pouvoir nous conseiller avec quel type de viande utiliser? C'est ça, c'est garanti. Vous êtes le pro? Oui, parce que j'étais agrandi avec ça. Alors, je connais les produits très bien. Très, très bien. Et, si, dans le fond, on vient ici, quel produit vous nous proposeriez pour se faire un petit repas succulent à l'européenne? Beaucoup de monde, ils viennent ici avec, ils demandent la pancetta. Pancetta, ils utilisent ça plusieurs fois dans des cuissons, n'importe quoi. Ils font enrobé avec des asperges, dans des pâtes. Puis, dans les pancetta, la vraie pancetta, le monde pense que c'est une pancetta rond. La pancetta rond, c'est plus, on utilise pour un sandwich. Ça, c'est la vraie pancetta, comme en arrière de vous, en carré. Ça, c'est la vraie pancetta italienne. Puis, je vous garantis, vous utilisez ça, c'est pas la vraie manière. Ici, on a la pancetta. Ça, c'est la pancetta, c'est sûr, c'est une viande séchée. C'est toute nature, il n'y a pas d'injecteur de viande. Oui, il y a du gras, mais la pancetta, c'est du gras. Alors, vous avez une faite locale, puis vous avez une d'Italie qui sont vraiment excellents. Puis ça, il y a une différence entre ça et l'autre. L'autre, c'est plus, on va dire, pas commercial, mais c'est fait pour des sandwichs. Et c'est quoi la grande différence entre les épiceries commerciales et ici? Au niveau de la qualité, c'est quoi, là? Énormément, parce que quand vous faites une saucisson, chaque saucisson prend une partie de viande. Alors, comme le capicolo, comme j'ai expliqué, le capicolo, la raison qu'il s'appelle capicolo, parce qu'on utilise le cou. Ça, c'est la viande qui est utilisée. Alors, ça, c'est la brienza. Ils utilisent la viande de prosciutto. Alors, chaque salami, ça prend une partie différente. Puis, les ibérico, c'est un cachon noir que tu trouves. On n'est pas dans 3 magasins qui ont ce produit. Puis, alors, c'est une grosse différence. Et vous avez également d'autres produits d'épicerie fine, rapidement, comme quoi? Qu'est-ce que vous avez? C'est sûr qu'on a une sélection de viande de gibier fondue, plusieurs viandes de fondue, du foie gras, on l'a en année long, les foies de canard, les foies de oie, torchon, des pâtés, des olives Cerino de l'Italie. On a plusieurs choses. La liste est longue. Ouais, la liste est longue. Alors, si on veut venir voir, ça serait le fun. Venez faire un tour à l'épicerie fine Le Petit Coin d'Europe qui se trouve au marché gourmand du Centropolis. Et parler de ça m'a donné faim. On va aller faire des petites dégustations. Pas de problème, pas de problème. Merci beaucoup. Merci à vous, merci.
On vient d'avoir un petit aperçu des produits d'Europe avec Catherine. Et là, on va passer aux cupcakes et aux biscuits avec Martine. Oui, Vous j'ai eu allez la visiter chance. un atelier. Oui, j'ai eu le bonheur, le plaisir de rencontrer Juicy, la propriétaire de l'atelier du biscuit, qui est situé sur Ivan Pavlov à Laval. C'est vraiment une boutique, tout est fait maison là-bas. C'est elle qui cuit, qui fabrique les biscuits. Et il y a une panoplie de biscuits qu'on peut commander. Et j'ai vu un Winnie the Pooh, j'ai vu des croix pour des baptêmes, j'ai vu même des biscuits faits en bikini, des lunettes de soleil. Vraiment pour toutes les occasions. Imaginez-le, oui, vraiment. Vous pouvez commander n'importe quelle sorte de biscuit et elle va vous le faire. Et elle me disait justement que les gens, c'est de plus en plus populaire où les gens commandent pour des événements spéciaux des biscuits comme ça. Alors, à place de donner un gros gâteau à la fin de l'événement, pour un baptême... personnalisé. Ben, c'est original. Exactement, Ouais, c'est ça. Donc, pour une confirmation, un baptême, un mariage, il y a aussi des cupcakes. Il y a plus d'une douzaine de sortes de cupcakes et je vous ai préparé un reportage. Aujourd'hui, je vous fais découvrir un endroit où, si vous êtes très gourmand, vous serez vraiment bien comblé. À l'atelier du biscuit, je suis en compagnie de Juicy, la propriétaire. Bonjour, Juicy. Bonjour, Martine. Alors, dis-moi, ça fait 4 ans que l'entreprise existe ici. Ça a parti de où, ça, de créer une entreprise, l'atelier du biscuit? Alors, ça fait à peu près 5 ans qu'on avait un petit café, un bistrot au centre-ville. Puis, j'ai commencé à faire des biscuits au bistrot. Et puis, ça a commencé de là. Puis après, je suis entrée avec des distributeurs. Et une fois que j'étais dans les distributeurs, c'était trop petit. Alors, c'est pour ça que je suis venue ici à Laval, près de chez nous. Et puis, c'est de là que vraiment ça a commencé. Et je vous en parlais hors caméra tantôt et vous avez l'air extrêmement passionné de vos cupcakes et de vos biscuits. J'aime ça tellement. Regardez, je vive avec les biscuits, les cupcakes. Des fois, je rêve aussi de ça. C'est incroyable. J'aime ça beaucoup, Martine. Qu'est-ce qu'on peut retrouver? Est-ce qu'il y a des choses qui sont impossibles à faire au niveau du biscuit, du cupcake, ou pratiquement tout est réalisable? Pratiquement, je vous dis, tout est réalisable parce qu'on peut faire n'importe quoi. On peut faire n'importe quel dessin, n'importe quelle forme de biscuit. On peut même mettre ta photo sur le biscuit, sur le cupcake. On fait des mariages, on fait des événements corporatifs avec leur logo. On peut faire pas mal de tout. Oui, parce que j'ai trouvé, il y avait des ballons de soccer, il y avait des fraises, il y a de la décoration. On va même parler des cupcakes avec des Louis Vuitton. Exactement, c'est ça. Avec des talons aussi, des talons de Louis Vuitton. Excellent. Et le week-end, vous offrez aux tout-petits quelque chose de vraiment extraordinaire. Alors, je vais vous dire, les fins de semaine, on commence le vendredi, samedi, dimanche. On fait des ateliers pour les enfants. On commence avec, on peut faire soit des ateliers de biscuits ou des ateliers de cupcakes. Et c'est, en général, c'est les anniversaires d'enfants qui se passent ici. Ça dure entre 2 heures, 2 heures et demie. Et c'est quelque chose extrêmement, extrêmement amusant pour eux. Qu'est-ce que vous leur montrez? On le montre de tout à partir de 0. Ça veut dire on mélange, on commence avec les ingrédients avec les enfants. C'est eux autres qui vont mélanger. C'est eux autres qui vont rouler la pâte, ils vont couper leurs biscuits. C'est eux autres qui décorent. C'est vraiment tout fait par eux avec notre assistance. Et c'est, comme j'ai dit, c'est très, très, très amusant parce que c'est vraiment quelque chose que c'est fait par eux. Et c'est eux qui le mangent après. C'est eux qui le mangent après. S'ils sont gentils, ils vont les partager, mais je sais pas. J'imagine que vous réservez d'avance pour les fêtes d'enfants parce que les fins de semaine doivent être bookées d'avance. C'est toujours mieux au moins un mois à l'avance. Dépendant, des fois, on a des petits trous. C'est juste parce que le samedi, on en fait un maximum de 3. Le vendredi, on en fait 1. Le dimanche, on en fait 1. Fait que c'est toujours mieux de réserver à l'avance si vous avez une date spécifique. Merci beaucoup, Juicy. Et là, j'imagine, est-ce qu'on peut aller goûter à un biscuit ou un cupcake? Oui, bien sûr. Merci à vous. Hein? Et puis, j'espère que vous allez l'aimer une fois que vous le goûtez, Martine et Alain.
sait que Laval, c'est une ville très dynamique, autant pour tous les événements qu'on y retrouve. On vous en parle à chaque semaine ici à Ça vaut le détour, mais aussi dans le tourisme. Et tout récemment, le 15 avril, il y a eu le lancement de la planification stratégique 2013-2018 pour la région touristique de Laval. Et une équipe de Ça vaut le détour était sur place. Tourisme Laval a procédé le lundi 15 avril au lancement de la planification stratégique 2013-2018 de la région touristique de Laval. Cet événement coïncidait aussi avec l'annonce du renouvellement de l'entente de partenariat régional en tourisme, un outil conçu pour stimuler l'investissement privé, la bonification de l'offre touristique qui permettra à la région de concrétiser sa vision. C'est sous le thème rassembleur de tous synchroniser sur la réussite qu'étaient réunis pour l'occasion le ministre délégué au tourisme, le maire de Laval, également président de la conférence régionale des élus de Laval, le président directeur général de Laval Technopole et le président du conseil d'administration de Tourisme Laval, ainsi que les membres et partenaires de l'association touristique régionale. Profitant du lancement de la planification stratégique de la région de Laval, le ministre délégué au tourisme, le maire de Laval et président de la CRE de Laval, le président directeur de Laval Technopole et la présidente directrice générale de Tourisme Laval ont procédé à la signature de l'entente de partenariat régional en tourisme qui vise à favoriser le développement de l'offre touristique. D'ici 2015, un montant d'1 300 000 $ sera investi pour l'atteinte de cet objectif. Tourisme Laval représente quelques 200 entreprises lavalloises reliées à l'industrie touristique. Chef de file d'une industrie en pleine expansion, Tourisme Laval contribue au développement de Laval comme destination touristique, assure le leadership sur le plan de l'accueil et de la promotion des attraits et joue le rôle d'agent rassembleur auprès des membres et partenaires dans une perspective de développement durable et poursuit aussi l'objectif de positionner Laval sur l'échiquier régional, national et international. Le document de la planification stratégique 2013-2018 pour la région de Laval peut être consulté en ligne à tourismelaval.com/planification et ceux qui le souhaitent peuvent également commander un exemplaire au 450-682-5522. Après vous avoir parlé pendant des semaines des films que vous devriez aller voir soit au cinéma ou louer en DVD, maintenant Nicolas Poirier nous dévoile les secrets d'un bon film. En fait, tu vas nous donner des trucs pour nous-mêmes faire un bon film. Oui, tout à fait. C'est quand même assez ambitieux, là, comme désir. Ah, bien écoute, il y a certaines bases à comprendre. Puis une fois qu'on les comprend, bon, c'est une question de pratique. Parce qu'au début, quand on se lance dans les films, il ne faut pas penser « Oh, je vais faire un long métrage ». Non, ça n'a pas de sens. Ça dure 1h30. Ça va être l'enfer. Regardez ça, au bout de 5 minutes, on ne sera plus capable. Quand j'ai de la misère à faire un montage de 10 minutes, t'imagines-tu? OK, mais déjà, pour 1h30 à l'écran, déjà, c'est pas 1h30 de travail puis 1h30 de tournage et tout ça, c'est comme... Ah non, c'est des heures et des heures et des heures. C'est des mois et des mois de préparation pour faire tout ça. Donc, le truc, c'est de commencer avec des courts-métrages. Et ce qui est fantastique, bon, c'est le printemps, donc c'est plus facile d'aller tourner dehors. La technologie est de plus en plus accessible pour tourner, pour monter aussi. Il y a même des concours, j'ai vu ça à une couple de reprises, des gens qui font des courts-métrages, mais avec leur téléphone, avec leur iPhone. Ah ouais? Mais c'est vrai qu'on tourne souvent avec, je sais pas vous, là, mais moi, oui. Je tourne souvent avec mon iPhone. Ben, c'est ça, nos souvenirs, puis les images sont très belles. Puis oui, même des petits logiciels de montage aussi. Là, sur mon iPhone, moi, j'en ai un petit logiciel de montage, mais je trouve pas ça, évident. J'aime mieux aller avec d'autres choses. Là. Dans un court-métrage, on doit respecter quoi comme temps? Un court-métrage, c'est entre 1 seconde et 30 minutes. Il y a même des concours qui se font. Le court-métrage ne doit pas dépasser 30 secondes. Wow. Le meilleur court-métrage que j'ai... C'est comme le Twitter du court-métrage. C'est ça, oui. 140 caractères, c'est 30 secondes. Puis, la base d'un court-métrage, c'est évidemment l'histoire. Et moi, beaucoup de problèmes que je vois, que j'ai vus, parce que j'ai fait pendant plusieurs années une émission sur les courts-métrages, c'est des jeunes qui se lancent là-dedans puis qui
je sais pas, ils ont 19 ans, 20 ans, et qui décident de faire un film sur la vie de couple d'une personne dans la quarantaine. Ouais. C'est sûr que ça sera pas réaliste parce que le jeune ne comprend pas ça, ça lui est pas encore arrivé. Restez dans ce que vous connaissez. Proche de nous, c'est ça. Hein, c'est ça. Il faut toujours y aller avec ce qu'on connaît. Il faut pas dire, je vais faire un truc qui se passe dans le futur. OK, oui, mais t'es-tu un maniaque de science-fiction? Non, ben, fais pas ça d'abord. C'est pas une bonne idée. T'aimes le karaté? Fais un truc sur le karaté, ça peut être cool. Ça peut être ta vision des choses sur le karaté. Il faut que l'histoire soit assez simple aussi, parce qu'il ne faut pas oublier, un court-métrage, c'est très, très rapide. Donc, embarquer dans une histoire complexe avec un début super long, un milieu... Non, c'est pas comme un long-métrage. Il faut vraiment couper dans le gras pour que ce soit extrêmement lorsque simple. tu me parles de court-métrage, moi, j'ai en tête Henri, et c'était vraiment quelque chose, un petit bijou, ça. De Yann Englund, ben ouais. Bien, c'est ça. Ça, je ne l'ai pas vu, par contre, ce film-là. C'est vraiment, c'est excellent, oui. Et je comprends la nomination aux Oscars par la suite. Oui. C'était même surprenant parce qu'au départ, Yann Englund, on se dit, bon, est-ce qu'il va être vraiment un bon réalisateur pour court-métrage? Mais l'histoire est très bonne. Et comme tu parlais de rester proche de soi, mais lui, c'est l'histoire de son grand-père. Donc, tu sais, c'est vraiment, il est allé avec des choses de sa famille, des souvenirs qu'il avait. Puis je pense pour ça que c'est très vrai, très authentique, son film. Donc, c'est ça. Si on reste près de ce qu'on connaît, ça va avoir l'air beaucoup plus vrai. Et ce que de plus important, une fois que vous avez votre histoire, qui ne doit pas dépasser, en général, quand on commence, pas plus de 10 minutes, le plus important, en dehors du tournage, évidemment, c'est la pré-production. Parce qu'il ne faut pas oublier que quand on entre en tournage, on s'en va en guerre contre tous les problèmes de la vie qui peut arriver. Si on tourne dehors, qu'est-ce qui arrive s'il pleut? On ne peut pas tourner, il faut remettre ça au lendemain. Les acteurs ne peuvent pas le lendemain. Ah, c'est l'enfer sur Terre. Donc, une pré-production bien préparée, ça peut vous sauver beaucoup de temps, énormément de problèmes. Donc, le plus longtemps possible que vous pouvez la préparer, le mieux ça peut être. Faites attention aussi dans les tournages extérieurs, parce que, bon, il est censé, mettons, mouiller une journée, puis c'est ça le but. Oups, il fait soleil, il faut reporter ça. C'est pas une bonne idée. Et pour les endroits publics, il faut faire attention. Comme, je sais pas, mettons, vous décidez d'aller tourner je sais pas, dans le parking du Carrefour Laval. Oui, ça peut être une bonne idée, sauf que le parking, c'est à une entreprise privée. Oui, c'est ça. Donc, pour tourner là, il faut avertir, même si c'est petit. Avoir la permission. C'est ça, il faut avoir la permission. Ben Si vous êtes une très petite équipe, c'est un court-métrage pour se pratiquer, aller dans un parc ou dans la rue, c'est pas la fin du monde. Mais dès que vous avez une grosse équipe où il y a beaucoup de monde, là, il faut absolument demander l'autorisation aux gens. Et un autre truc aussi, soyez pas nécessairement ambitieux au niveau des effets spéciaux, des choses comme ça, parce que si vous voulez que votre film soit un gros film de science-fiction épique de 3 minutes et demie, les effets spéciaux vont pas avec, ça va avoir l'air cucu, puis ça marchera pas nécessairement. Est-ce qu'il y a des possibilités de financement de ces courts-métrages-là? C'est très, très difficile. C'est très difficile, hein? C'est vraiment difficile. Le but vraiment des courts-métrages, vous le faites, vous le mettez sur le web, vous regardez la réaction des gens, vous regardez qu'est-ce qui passe pas. C'est vraiment essai et erreur. Et une autre affaire aussi, il ne faut pas tomber en amour avec son scénario, dans le sens où il y a des gens qui écrivent un scénario et ils respectent chaque virgule, absolument tout. Ils prennent pas ce que les autres suggèrent des fois durant les tournages. Il n'y a pas de zone grise, dans le fond. C'est ça. Comme vraiment là, ce qu'ils ont écrit. Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'il y a 3 écritures dans un film. Tu as le scénario, au tournage, il y a beaucoup de choses qui peuvent être modifiées, et au montage aussi. N'ayez pas peur de couper dans le gros au montage. Votre truc incroyable de 5 minutes au montage, ça fait 7 minutes. Couper dans le gras, c'est pas grave. Le plus important là-dedans, c'est que le public l'apprécie. C'est vraiment ça qui est important. Et si ça devient trop complexe, mettons, je sais pas, vous connaissez de la chimie, vous êtes le meilleur là-dedans. Si vous embarquez trop dans les détails, les gens peuvent se sentir un petit peu niaiseux parce qu'ils comprennent pas, ça va les faire décrocher. Ce qui est facile pour soi, des fois pour les autres, quand on connaît pas ça, c'est tellement aride aussi ou difficile d'accès. Mais c'est vrai, des fois, il y a des réalisateurs qui sont peut-être très... ils sont fixés sur leur idée, qui veulent vraiment faire leur idée de scénario, pas ouverts aux suggestions. Ça peut fonctionner si vraiment tu es peut-être plus aguerri ou plus expériente. C'est ça, quand tu as de l'expérience. C'est mieux d'être ouvert aux commentaires. Si les gens disent ça, c'est pas clair, de dire non, c'est clair. Bon. Peut-être d'être un peu plus flexible, j'imagine. Ça pourrait être un conseil que tu pourrais donner, Oui, puis au niveau de la musique, c'est très important la musique dans un film, mais faites pas l'erreur de mettre de la musique qui vous appartient pas. Oui, si c'est juste pour un test, puis c'est pas grave, le but c'est pas d'amener ça dans des festivals, OK, c'est cool, il y a pas de problème. Mais si votre but c'est de pousser votre film pour regarder jusqu'où il peut aller, quel prix vous pouvez gagner avec ça,
ne mettez pas de la musique dont vous n'avez pas les droits, comme Madonna ou peu importe quoi. Vous mettez ça sur YouTube. Il y a des chances que YouTube le retire parce que... Ben, ça, tu m'as demandé. YouTube, il te le retire. Hein, c'est ça, il le retire maintenant. Ils ont des programmes. Tu n'as pas les droits, dans le fond. C'est ça. Donc, pour ce qui est des droits d'auteur, toujours respecter ça. Et dans des endroits publics, faites attention aussi, de ne pas trop filmer les gens, surtout si c'est quelque chose qui est censé se ramasser loin. Des gens peuvent se voir, puis oh mon Dieu, non. Sinon, une autorisation signée de la personne. Oui, une espèce de release, là, oui, c'est ça, oui. Le langage. Je me souviens plus même pas en français comment on dit ça. C'est comme une autorisation. Une autorisation. Je m'étais fait prendre pour les gags juste pour rire. Ah ouais. Mais à la fin, quand dans le fond, ils ont fini de faire la gag, ils font signer le papier comme quoi que tu autorises qu'on te voit à la télévision. T'as-tu signé le papier? Ah non. Oh, oui. Belle suggestion. Merci, Nico. Peut-être que ça va encourager les gens à se lancer puis à rester simple, hein? Je pense qu'on peut retenir. Au tout début. Après ça, donnez-vous plus de challenge, mais vraiment au tout début, simple. Peut-être, si vous avez des films, vous pouvez nous les envoyer ici. On va peut-être on va les passer à Nico, peut-être nous les analyser. Et là-dessus, je vous propose déjà mes coups de cœur de la semaine. En fait, c'est 2 choses différentes, très différentes. Un, c'est un casino. Hein? Il n'y a pas de casino officiel à Laval, mais ce sera le 4 mai prochain. Il y a un casino, une soirée casino, mais soirée bénéfice qui est organisée au profit de l'Association des personnes aphasiques de Laval. Et donc là, c'est vraiment une soirée où tout le monde peut aller acheter des jetons. Puis en fait, il y a un prix d'entrée, mais vous avez des jetons et il y a un mini tournoi de Texas Hold'em. Il y a toutes sortes de jeux, de roulettes. Et donc, ça peut être une belle occasion pour ceux qui aiment les jeux. Oui. Et pour ceux qui sont capables de compter les cartes. Mais ça, c'est une autre chose. Mais là, ça... C'est peut-être pas bon pour la soirée bénéfice. Là, non, ça, c'est sûr. Le but, c'est quand même d'amasser des fonds pour l'Association des personnes aphasiques de Laval, mais c'est une belle façon. Belle soirée. Parce que le casino, veut pas, ça, quand même, ça plaît beaucoup de gens. Ouais. Ah oui, c'est populaire, ce type de levée de fonds. Puis surtout quand ça reste dans le plaisir, que c'est pas non plus... Quand c'est une soirée, on peut pas devenir non plus... accro, hein, c'est ça. Et donc, c'est le 4 mai. Ça se fera sur le boulevard d'Agenais-Ouest. Donc, on vous met tout de suite les coordonnées. On vous met le numéro de téléphone si vous voulez réserver votre soirée samedi 4 mai. Et on dit dans leur annonce « Plaisir garanti ». Hein? Sûrement. Donc, plusieurs prix de présence, des jeux de casino. Donc, le 4 mai, soirée bénéfice casino. Je passe tout de suite à quelque chose de très différent. C'est un petit peu plus tard, c'est la fin de semaine suivante. Je vous en parle tout de suite pour vous mettre déjà au courant, pour que vous puissiez réserver vos activités. C'est le 24 heures de science. Hein, on en parle de temps en temps, ça vaut le détour des activités scientifiques, mais là, c'est une activité à travers le Québec. Et Laval va se joindre au grand mouvement du 24 heures de science. Donc, c'est vraiment 24 heures du vendredi 10 mai au samedi 11, de midi à midi. Et vraiment 24 heures des activités en journée, en soirée, dans la nuit. Ah oui, moi, 4 heures du matin, je vais faire une activité scientifique. Je peux le faire. Tu peux la faire toi-même aussi. Mais il y a toutes sortes de choses. Il y a entre autres une exploration, aller voir une observation de chauves-souris. Oui, c'est vraiment le fun. C'est dans le parc de la rivière des Mille-Îles. Ça se passe dans un rabasket, donc dans les grands canaux pour 10 personnes. Et ça se fera pour les chauves-souris le 10 mai, donc le vendredi, de 20h à 22h30. Et les chauves-souris, hein, alors, c'est pas juste c'est pour adultes, c'est pas nécessairement pour enfants. Mais il y a des activités pour tout le monde. Okay. C'est vraiment une activité, donc 24 heures de science, autant pour les tout-petits, pour les adultes, pour les personnes âgées. Tout le monde est invité. Et donc ça, c'est bon. Il y a entre autres l'observation de chauves-souris, mais il y a d'autres activités. Il y a entre autres au musée Armand-Frappier, ils ont plusieurs activités. Entre autres le micro-zoo, je vous en avais déjà parlé. Oui. Mais là, on va parler surtout des aliments, en fait, des biotechnologies dans les aliments, donc dans le vin, le fromage, dans les yogurts. On retrouve toutes sortes de bactéries, des biotechnologies. Donc, on fera un événement spécial là-dessus. Ça sera le 10 mai aussi, juste un peu avant l'observation des chauves-souris, de 19h à 21h au musée Armand-Frappier. Et là, des activités, là, il y en a plein. Je vous dis, c'est à travers le Québec. C'est même un événement reconnu par l'UNESCO. Wow. Vraiment pour promouvoir la science et surtout la rapprocher des citoyens. Et là, si je regarde les autres... Ah oui, il y a aussi une activité pour comprendre la migration des oiseaux.
pour savoir qu'est-ce qui fait que les oiseaux se déplacent dans les saisons. Puis là, les oiseaux reviennent. Lorsqu'on les voit partir, lorsqu'on les voit revenir. Oui, mais c'est ça. Puis de savoir pourquoi il y a ça, parce que, bon, on le sait un peu, on s'imagine que c'est parce qu'ils veulent fuir l'hiver et tout ça. Donc, c'est quand même intéressant d'avoir plus de détails. Ça se fera au Parc de la Rivière des Mille-Îles aussi, le samedi de 9h à midi. Donc, il y a vraiment des activités, il y a des observations de planètes aussi. Il y aura Saturne dans cette fin de semaine-là, dans le ciel, qu'on pourra observer. Il y en a vraiment pour tous les goûts. C'est vraiment de tout. Ouais, c'est un espèce de marathon, 24 heures de science. Et c'est vraiment pour faire le tour de plein de sujets, puis pour stimuler aussi, puis faire des sorties différentes. On peut aller au Mumba, puis après ça, on peut aller observer Saturne. En sortant du club, on va aller peut-être qu'on va voir 2 Saturnes. On va peut-être voir 2 Saturnes dans le ciel, on ne sait pas. Après ça, on va faire des biscuits à la télévision. Oui, c'est ça. Ça va être un Et après ça, on fait un film. Oui, on fait un film de tout ça. Et là, si vous allez voir tous les détails pour celle, c'est le site science24heures.com pour avoir... Ça, c'est le site global pour le Québec, mais il y aura les activités de Laval aussi. Donc, plein de choses. Hein? Vraiment, on voit que ça bouillonne à Laval, puis que c'est pas les activités qui manquent et qu'on peut même créer ses propres activités artistiques. Merci beaucoup à vous trois, déjà. C'est tout pour la période d'aujourd'hui, la première moitié de Ça vaut le détour. Puis je tenais à souligner qu'aujourd'hui, on avait autour de la table, oui, des beaux collaborateurs, mais on avait aussi des fromages québécois. On discutait, donc on découvrait quelques fromages québécois. On avait, entre autres, du fromage Oka, on avait du fromage de chèvre, on avait sur le cire laurier d'Arthabasca. Donc, c'était la fête au fromage québécois aujourd'hui. Oui, c'était vraiment excellent. Et, du bon manger. Du bon manger. Merci à vous trois. On vous retrouve la semaine prochaine, déjà pour la dernière de la saison. Mais on n'a pas fini. Vous aurez d'autres suggestions pour nous la semaine prochaine. Et nous, vous restez à l'écoute dans quelques instants. On accueille des gens des Alcooliques Anonymes et de Al-Anon à Latine autour de la table. C'est la deuxième portion de Ça vaut le détour qui commence et comme je vous l'ai annoncé un peu plus tôt, on va parler avec des membres d'Alcooliques Anonymes, aussi de Al-Anon à Latine. 2 organismes qui travaillent avec des gens qui sont victimes d'alcoolisme, mais que ce soit des gens qui en sont personnellement victimes ou qui vivent avec cette maladie ou ceux qui sont autour d'eux, que ce soit la famille, l'entourage. Donc j'accueille tout de suite la membre donc, du groupe familial Al-Anon à Latine, c'est Marie. Bonjour. Bonjour. Et on a Bernard, membre d'Alcooliques Anonymes. Bonjour. Et Antoinette aussi d'Alcooliques Anonymes. Bonjour. Bonjour. Je vais juste vous spécifier qu'on a masqué donc les visages de nos 3 invités juste pour préserver leur anonymat. Mais merci beaucoup d'être à l'émission aujourd'hui. On va discuter donc avec vous en toute simplicité, que ce soit, comme je le disais, des problèmes de ceux qui vivent l'alcoolisme ou de ceux qui vivent autour de ces gens-là. Donc, on connaît quand même bien la dénomination d'Alcooliques Anonymes. Je pense qu'on sait, c'est un organisme qui est établi depuis très longtemps au Québec et à Laval aussi. Bernard, vous pouvez nous en parler un peu? C'est quand même pas nouveau là, comme organisation. Non, c'est un organisme qui existe depuis au mois de juin. Ça va faire 78 ans qu'on existe. Et puis, on est dans, je ne sais pas combien, environ 140 pays au monde. Alors, c'est un organisme international aussi, à but non lucratif, qui aide un peu partout dans le monde les alcooliques qui en ont besoin. Tout à fait. Et même au Québec, il y a de l'aide offerte dans plusieurs langues aussi, hein? Oui, la majorité, c'est en espagnol. En anglais et en français. Mais déjà 3 langues au Québec. À Laval aussi, il y a quand même... En anglais et en français. Anglais-français, donc déjà disponible à Laval. Et vous, vous êtes impliqué depuis plusieurs années à Laval dans l'organisation, oui? Ça fait quelques années. Plus d'un quart de siècle. Plus d'un quart de siècle, quand même. Et donc là, vous êtes impliqué quand même activement. Là. Vous œuvrez presque quotidiennement là, dans le mouvement. Oui. Oui. Si on peut dire. Quand même. Oui. Dans toutes sortes d'activités, on va en parler tout au long de cet entretien des différentes activités. Vous, Antoinette, vous êtes un peu plus récente. On pourrait dire la petite nouvelle ou presque? Presque nouvelle, pas en âge, mais ça fait 2 ans que je suis dans le milieu. J'œuvre dans le milieu. J'œuvre beaucoup au niveau des services, dont l'information publique, et je suis aussi impliquée au niveau du CMP à Montréal en collaboration avec les autres. C'est collaboration avec les milieux professionnels. Je voulais vous informer, en tout cas peut-être un petit peu plus tard aussi, de toute l'information qu'on donne au niveau des commissions scolaires, les universités, les cégeps et tout. Je peux vous le dire maintenant. Bien là, vous parlez des CMP, milieu professionnel, donc... C'est collaboration avec le milieu professionnel. Donc, comment ça se passe? Ce sont des ateliers qui sont dans le milieu professionnel? Oui, c'est plutôt, on va, avec la collaboration avec Montréal, on œuvre au niveau des hôpitaux, tous les centres hospitaliers qui sont
au niveau de l'Université de Montréal, les étudiants en médecine de 2e année, on a une formation, on leur donne c'est quoi le mouvement, les genres de réunions, qu'est-ce que nous autres on fait comme mouvement, qu'est-ce qu'on fait pas. On leur donne toute cette information-là. Ça se fait à 17 ou 18 universités en même temps au Québec. Dans la province, tous les résidents en médecine de 2e année. C'est qu'on leur donne l'information. Il y a des outils aussi pour peut-être référer des gens qu'eux pourraient croiser. Oui, parce que les autres, ils vont être beaucoup en contact avec les personnes qui ont des problèmes d'alcoolisme. Oui. Et il faut dire, tous ceux qui sont impliqués comme ça dans ces ateliers ou ces informations qu'on transmet, ce sont des membres à la base. Hein. Tous ceux qui sont impliqués dans l'organisation, c'est vraiment, il n'y a pas personne d'extérieur. C'est un mouvement où tous ceux qui sont impliqués font partie. Ils ne sont que les membres. C'est ça, que les membres. Et pour être membre, il faut être alcoolique. C'est comme la raison. C'est la raison première, c'est un peu le prérequis. Mais bon, en même temps, on transforme ce problème qui est néfaste en quelque chose de positif aussi, parce que là, autant pour vous, pour les membres, que pour les autres que vous aidez, entre autres, là, vous parliez dans les universités. Donc là, vraiment, on étend l'effet bénéfique là, très loin aussi. Hein. Qui doit être assez réconfortant, ou en fait, qui doit vous donner certaines forces à vous, non? Bien, moi, ça me donne, en tout cas, ça me permet de maintenir mon abstinence et ça va très, très bien au niveau de mon abstinence. Je suis chanceuse, mais c'est sûr que je serais pour aussi. On a dans notre mouvement un programme à suivre qui est quand même simple, mais qui demande des énergies, où il demande de la discipline, surtout de la discipline pour continuer d'être abstinent, puis surtout d'améliorer un peu notre caractère, parce que le caractère des alcooliques, c'est quand même un caractère qui est difficile. Là, j'ai lu, mais j'ai pas tout le temps lu, par exemple. Ça permet de nous aider dans ce sens-là. Aussi, pour continuer dans la même direction, on va dans les écoles. Quelle école d'abord on est allé? Dernièrement, on est allé à Horizon Jeunesse, des écoles pour les jeunes secondaires 5. Ouais. Alors, on s'aperçoit que les jeunes en ont réellement besoin. On est bien reçus, les jeunes aiment ça qu'on lui parle parce qu'eux aussi, des fois, c'est pas seulement pour eux autres, mais entre autres, c'est pour les gens qui peuvent aller aussi à l'anneau. Oui, bien c'est ça, là, on va en parler dans quelques instants. Puis surtout aussi à cet âge-là, fin secondaire, 16 ans, c'est aussi une période peut-être critique avec le rapport à l'alcool aussi. Hein? C'est peut-être un bon moment pour intervenir. Dans nos statistiques, on dit que 3 à 4 des étudiants, quand ils sortent d'école, sont alcooliques. Quand même, là. Oui, alors la direction des commissions scolaires et des écoles, ça fait beaucoup d'élèves. C'est ça, on parle pas de consommation importante. Là, c'est vraiment, on est rendu dans l'alcoolisme. Puis là, on a 16 ans, 17 ans. C'est ça, 17 ans. À peu près. Oui. Et bon, là, vous parlez aussi de peut-être pour l'entourage de ces jeunes-là. Et Marie, donc, vous faites partie, vous êtes membre de Al-Anon. Ce terme-là, Al-Anon, qui vient aussi, donc, qui découle de Alcooliques Anonymes, mais qui est spécifiquement fait pour supporter l'entourage. Exactement. Exactement. Parce qu'on dit que l'alcoolisme, c'est un mal familial. Oui. Ça touche tout le monde. Il y a une étape dans notre programme qui dit que ma vie était devenue incontrôlable. J'ai admis que c'était une maladie, j'admets que je peux pas la guérir, que je peux rien faire parce que vous n'êtes pas responsable. C'est ça, parce que les parents des alcooliques, souvent, se sentent responsables et se disent « Moi, je vais le sauver. Ça va cacher les bouteilles, puis je vais faire ci, puis je vais faire ça, puis il va arrêter de boire, la vie va être belle. » Pas ça du tout. Non. Ça marche pas. Alors, ça, à l'annonce, t'arrives là, t'es complètement désemparé. Moi, c'était mon fils qui était toxicomane, parce qu'on reçoit aussi des parents, des familles de toxicomanes. OK, pas juste... Première classe, brillant, génie, là, et puis toxicomane, et puis pas besoin de me faire soigner, moi. Je suis rentré à Jean-Lapointe, puis au bout de 2 jours, il est sorti pas pour moi. Ah ouais. Moi, j'étais au programme d'aide à la famille, de la maison, puis j'ai dit, ma soeur a dit, ben là, tu y retournes plus. Il est pas là. J'ai dit, calme. Moi, j'en ai besoin. Parce que ce qu'on dit à l'annonce, c'est que je suis venu pour lui, pour elle, mais je suis resté pour moi. Ouais, c'est vrai. Parce que moi, là, j'ai rien à faire avec... Lui, il faut qu'il soigne son problème. Puis l'alcool, c'est 15 du problème. Le reste, c'est les émotions, c'est les attitudes, et puis c'est à la personne à se changer elle-même. Mais moi, il faut que je vive, il faut que je survive. J'ai des enfants, j'ai
des frères, des sœurs. Ça, vous ne vouliez pas mettre toutes vos énergies là-dedans, d'essayer comme vous... Non, c'est parce qu'il n'y a rien à faire. Parce que, bon, je ne veux pas vous lancer de nom, mais, tu sais, on dit les alcooliques sont manipulateurs à planche, puis ils sont menteurs. Fait qu'ils te font les plus belles promesses du monde. Non, mon fils, il n'y a pas rien qu'ils m'ont pas promis. Il n'a jamais tenu une promesse. Fait que là, j'ai appris à dire non. C'est difficile, mais c'est tout ça qu'il faut que tu apprennes, puis avec le support des membres qui sont là. T'en as qui sont là depuis comme... Bernard. Excuse-moi. Qui sont là depuis 25 ans, puis t'en as qui sont là depuis 2 ans, mais c'est toute cette énergie-là qui fait que tu y retournes. C'est de partager les expériences, exactement, que vous n'êtes pas la seule dans votre situation. Exactement. Et qu'il y en a des pires que toi, tu penses, tu sais, c'est pour ça que là, tu dis, comment ils font pour vivre ça? J'aurais pas été capable. Puis, mais entre les membres, il y a du soutien. Ah, ben oui, absolument. Tu peux téléphoner, on suggère de prendre une marraine ou un parrain. Ça, c'est quelqu'un avec qui tu as une certaine affinité que tu peux appeler quand ça va pas, qui va te répondre n'importe quand. Moi, ma marraine m'a déjà dit, jour et nuit. 24 heures je l'ai appelé une fois en larmes, elle habite à l'est de la ville, moi dans l'ouest. Veux-tu que j'arrive? Mais j'ai dit, tu malade? Regarde, ça c'est grand, je vais me régler ça, mais tu sais, juste de savoir que c'est de savoir que la possibilité est là, déjà, ça soulage. Parce que ta famille, là, il y en aura le bol du problème de ton conjoint ou de ton fils. Tu sais, regarde, j'ai mes problèmes, là, puis règle tes problèmes. Fait que là, t'en parles pas. Comment ça va? Ah, ça va bien, toujours pareil. Tu dis rien. Mais là, sauf qu'à l'intérieur, là, ça grossit. Exactement, c'est ça. Ça fait que non, c'est vraiment merveilleux. Puis je suis contente, je l'ai connu plus vieille. Je dis aux jeunes qui sont là, vous êtes chanceuse de connaître ça jeune parce que vous allez progresser plus vite que moi, à mon âge en tout cas. Mais je suis contente d'être. Et même à ça, vous regretterez. Jamais. Non, jamais. On n'y est jamais trop tard non plus pour aller chercher de l'aide. Il faut le dire aux gens aussi. Peu importe l'âge que vous avez ou depuis combien de temps vous endurez que ce soit une situation où vous vivez avec un toxicomane ou alcoolique ou que même vous êtes donc victime d'alcoolisme, il n'est jamais trop tard non plus pour agir. Bernard, vous êtes impliqué, on le disait, à Laval dans le mouvement depuis 27 ans. Donc, depuis 27 ans, il a dû avoir quand même une certaine évolution. Dans 27 ans, j'étais un petit peu plus sévère que maintenant. Maintenant, avec la nouvelle technologie et tout ça, là, on est sur l'Internet et puis on a... vous avez le www, là, Internet, là, qu'on a, on veut dire. Oui, ben, je vais te donner les adresses plus tard, mais... Bon, mais auparavant, c'était beaucoup plus sévère que ça. Et puis, bien, on arrivait, on disait, bon, là, tu t'écoutes et tu dis rien. Ah ouais, dans les réunions. Oui, tu as fait tes routes, tu dis rien. Aujourd'hui, on est plus patient, on est plus persévérant avec les nouveaux qui arrivent, puis sans changer aussi. Hein? Le modèle a changé. C'est toujours les mêmes étapes, mais ils sont pris différemment. C'est ça, le modèle d'aide est resté le même. Le même, oui, depuis 78 ans. Oui. Ça a toujours été les mêmes étapes. Et puis, sauf que par contre, aujourd'hui, bien, les gens sont plus conciliés un peu. Et il y a encore des réunions en personne? Ah oui, il y en a beaucoup. Oui. C'est important, mais vous parlez des technologies en ligne, il y a beaucoup de choses en ligne, mais ça ne remplace pas le contact humain. Jamais. Important de maintenir pour aussi avoir un esprit de communauté, j'imagine, parce que là, vous voyez lors des réunions, mais j'imagine qu'il y a des liens qui doivent se tisser aussi à l'extérieur. Non, Antoinette, est-ce que depuis 2 ans... Oui, beaucoup d'amis. Et c'est un mouvement, mais moi je dis, quand j'ai besoin d'amour, je vais aux alcooliques anonymes parce qu'on se fait des câlins, on s'embrasse, on se donne des poignées de main. C'est vraiment... Puis du support, beaucoup de support. Quand on a un petit problème, on arrive, il y a toujours quelqu'un à qui on peut dire si jamais on a quelque chose qui ne marche pas, ou bien nous autres, on peut écouter d'autres personnes aussi, oui. Est-ce qu'il y a le principe, Marie parlait des marraines ou parrains? Oui, il y a aussi marraine et parrain ou marraine, oui, mais ils disent, nous autres, ils nous conseillent toujours, étant donné qu'une femme, ben, c'est plus facile si on prend une femme comme marraine. Il y a aussi les marraines de service, que moi je rajoute, parce que quand on est dans les services, c'est-à-dire l'information publique, RSG, ou qu'on a des responsabilités un peu plus grandes que la même ordinaire, je me dis, là, on peut avoir une marraine aussi de service qui appelle pour nous aider. Oui. Puis moi, je voulais dire aussi que quand j'ai arrivé au mouvement, j'ai été très, très bien accueilli. C'est ça qui a fait que j'ai resté. Ça a l'air bizarre, mais c'est l'accueil. L'accueil, vraiment, c'est l'accueil, la façon qu'on est accueilli.
Moi, c'est vraiment ça qui a fait que j'ai accroché. Donc, il y a toujours de la place pour les nouveaux, c'est pas non plus, Non. OK, on se connaît, on reste ensemble. Quand les nouveaux arrivent... Oui, Depuis 1977, le but premier, c'est d'aider un autre alcoolique. Et ça n'a pas changé, c'est le seul but de l'organisme. Hein? Parce qu'on a des petites cartes d'affaires qu'on passe et puis on dit toujours si vous voulez boire et le pouvez, c'est votre affaire, mais si vous voulez arrêter et le pouvez, c'est notre affaire. C'est pour ça qu'on accueille bien la personne qui a de la misère. Hein? Ils disent toujours arrêtez de boire, ils disent rien. Il y en a qui disent oui, mais c'est terrible d'arrêter de boire. Un alcoolique, ça marche avec de l'alcool, ça marche pas avec autre chose. Mais toute une espèce de réadaptation, un apprentissage nouveau de la vie. D'une autre vie, oui, c'est ça. D'une autre vie. C'est sûr. Mais c'est là qu'ils rentrent en ligne de compte les étapes, les slogans. Comment? Les slogans. Les slogans, il y en a des étapes bien précises. J'ai vu sur votre site Internet, il y avait les 12 étapes, les traditions, 12 concepts. Oui, c'est ça. Là, ça nous aide. C'est comme une façon de voir la vie différemment, puis nous aider vraiment à vivre notre quotidien plus agréablement ou plus en harmonie, en tout cas. C'est sûr que l'harmonie n'est pas là tout le temps, mais beaucoup plus qu'avant. Comme dans tout groupe, il y a des c'est pas le paradis non plus. Mais en général, les gens qui s'assoient chez Alcoolique Anonyme ou Al-Anon, est-ce que, pour vous tous, vous êtes arrivés, vous êtes restés, on le voit bien. Est-ce que c'est majoritairement le cas pour la plupart des gens qui arrivent? Je dirais que oui. Oui, mais il y a un certain pourcentage qui ne peuvent pas accrocher pour des raisons qu'on ne connaît pas. Hein. Souvent, ils n'ont pas bien compris ou ils n'arrivent pas à accrocher. Il y en a un peu, mais disons qu'en général, les gens restent. Il y en a qui ont des rechutes puis qui reviennent. Ça, pour moi, c'est très difficile de... Et vous les acceptez? Est-ce qu'il y a une certaine règle là-dedans? Non. Non. Dès qu'ils veulent revenir, qu'il y ait une rechute ou pas, il n'y a jamais... On continue, c'est tout. OK. Le principe, c'est de continuer. Sport inconditionnel ou presque, là. Oui, inconditionnel. Inconditionnel, oui. Pas presque. Oui, OK. Sauf exception s'il y a des événements, mais non, vraiment. Inconditionnel. Oui. Et indéfini aussi, j'imagine qu'on est membre, on pourrait... C'était membre indéfini, non? Oui, tu peux. Oui, effectivement, indéfiniment. Nous, peut-être qu'il reste plus parce que, comme vous disiez, bon, il y en a qui rechutent puis qui se disent ah non, c'est pas pour moi, mais quand la personne rechute, bien, de notre côté, nous autres, là, t'en as encore plus besoin. J'imagine, il faut que tu sois là, les enfants aussi. C'est pour qu'à la team, il n'y a pas beaucoup de groupes à la team, mais je lisais justement l'autre jour que les adolescents, entre 12 et 18 ans, peuvent venir au mouvement Al-Anon. Parce qu'à la team, ce sont des groupes exclusivement réservés aux adolescents. Oui, avec, ça prend des comment on dit ça, là, des gens qui sont formés spécialement, il faut qu'ils soient toujours accompagnés, c'est très, très strict à la team. Mais il y a de la documentation aussi, puis moi, ce que j'ai fait, c'est, moi, je m'occupe dans mon groupe d'acheter la documentation. Et on en achète à toutes les 2 semaines parce qu'on a des groupes de parents qui viennent faire une espèce de formation. Puis l'autre jour, il y avait une dame qui était là avec sa petite ado. Puis là, je me suis dit, oh mon Dieu, il me semble que si elle avait ce livre-là, fait que j'ai dit, mais livre ça, je vous achète de la documentation. Oui. Elle est revenue la semaine après. Ah, tu madame, elle a ça à côté de son lit, elle lit ça tous les soirs, c'est son père qui était collé. Fait que maintenant, j'ai dit à tous les membres dans la réunion, j'ai dit, écoutez, là, il y a une section à la doc, là, c'est à la team. Fait que distribuez-en, prenez-en pour vos enfants, parce qu'il y a de plus en plus aussi de parents qui viennent pour leurs enfants, en fait, à cause de leur enfant qui est alcoolique. Ah oui. C'est pas juste des conjoints, là. Ah non, mais c'est quand je parlais, c'est l'entourage même, ça peut être même pas de la famille immédiate, ça peut être des amis. Oui, puis t'as aussi beaucoup que les gens pensent pas, d'enfants adultes, de parents alcooliques. Parce que l'alcoolisme, ça trempe dedans, puis ça reste longtemps. T'as des gens qui arrivent, moi, mon conjoint ne boit pas, j'ai personne dans mon entourage qui boit, mais mon grand-père buvait, ou mon père buvait, ou ma mère buvait, puis... ça m'est resté, puis toutes tes bébites, là, tu sais, là, cette thé-là, il y a toujours avoir quelqu'un qui a vécu la même chose que toi. Même si on vécu dans l'environnement immédiat. Exactement.
Et là, j'aimerais parler, bon, il y a beaucoup d'activités que vous faites à l'année. Bien sûr, on parle des services d'aide, des rencontres. Et chez Alcooliques Anonymes, vous avez un événement qui s'en vient le 8 juin. C'est le congrès. C'est le 35e. Et ça, donc, un congrès des Alcooliques Anonymes, Laval et banlieue. Donc, on va Rive-Nord, à peu près, essentiellement. Oui, c'est ça. Ça comprend 7 grands districts. Et puis, entre autres, les membres à l'ANO, les membres à la team sont toujours invités là. Ils ont toujours des salles pour eux. Donc, ça fonctionne comment? Comment ça se passe, le congrès? Maintenant, c'est une journée, seulement le 8 de juin 2013, à l'école secondaire Laurier, Mère Teresa, au 2323, boulevard Daniel Johnson, à Chamédé, à Laval. Et puis, c'est une journée complète. Ça commence à 9h le matin et ça finit par une danse le soir. OK. Et, enfin, les gens sont habitués de danser, là. Ben oui, j'imagine. Les gens partent. C'est ça, je vais dire ça. Et il y aura aussi une participation avec des centres de détention, dont on a des réunions dans les centres de détention partout à Laval et banlieue. Donc, c'est des ateliers toute la journée? Toute la journée. Des conférences, dîners qui vont être là. Et puis, ça nous permet, en fin de compte, de rencontrer. Si les gens n'ont jamais vu ça ou pas connu ça, ils ne savent pas c'est quoi, Alcooliques Anonymes ou à l'ANO, on les rencontre dans un congrès comme ça et ils peuvent avoir toutes les réponses. Ah, ben oui. Donc, pour ceux qui seraient intéressés peut-être à se joindre au mouvement, qui sont peut-être timides d'appeler directement, qui peuvent aller là-bas pour faire partie du groupe peut-être aussi, hein? C'est ça, dans le sens de voir plusieurs personnes en même temps ou de voir comment ça fonctionne, la dynamique. Parce que des fois, quand on est à l'extérieur, on peut... C'est ce qui est le plus difficile, hein? C'est de faire le premier pas. Oui. Souvent. Est-ce que vous, ça a été difficile, Antoinette, de faire le premier pas, d'appeler ou de... Ben moi, j'ai téléphoné en premier. Puis après ça, quand je suis arrivée à mon groupe d'attache, je suis arrivée tellement désemparée. Je me suis assise, il y avait une colonne, je me suis assise en arrière de la colonne avec la tête basse. Ah ouais. Et quand je me suis levée, on fait l'accueil du nouveau. C'est toujours une enveloppe qu'ils nous mettent avec les informations pour les réunions. Si vraiment on est alcoolique, on a un petit questionnaire. Et après ça, comme un carnet pour prendre des numéros de téléphone. Moi, quand je me suis levée, je me souviens pas de m'être levée, puis je me souviens pas d'être retournée à ma place. J'étais tellement désemparée de ma vie, là. C'était impossible pour moi. J'avais perdu le contrôle sur ma vie. C'est ça qui m'a amené là. Mais au moins, tu es capable de franchir ça, au moins la porte, puis de... C'est très difficile. C'est difficile. Quand on est rendu là, il me semble qu'il y a un grand pas de fait. Ah, mais souvent, c'est ça. Il faut accepter faut accepter... Le premier, c'est accepter qu'on est alcoolique. C'est comme on disait avec Marie aussi. C'est de reconnaître le problème, reconnaître qu'on a besoin d'aide, puis après ça, tout de suite, j'imagine qu'il y a un poids qui s'enlève des épaules quand vous rentrez dans le groupe. Puis après ça, il y a le cheminement qui se fait, puis 27 ans plus tard, on peut encore être bien actif dans le mouvement. Je donne tout de suite les... Oui, je voulais juste dire, il y a une chose très importante qui est la base, c'est l'anonymat. Oui. Alors ça, là, tu arrives là, tu parles, comme on dit, ce qui se dit ici, ça reste ici. Oui. C'est ça, ça reste... Alors, c'est pour ça qu'on a le... C'est pour ça que oui, c'est ça, le mot. C'est anonyme, complètement anonyme. C'est ça, oui, c'est ça, puis c'est la base, puis c'est... C'est la grandeur du mouvement aussi. Puis t'as des gens qui disent « Ah, mais si je vais là, tout d'un coup, je rencontre quelqu'un qui est là puis qui me connaît. Puis là, ils disent « Ben oui, mais c'est parce qu'elle a le même problème que toi. » Vous allez vous comprendre, c'est ça. Donc, je rappelle, on peut aller avoir tous les détails soit à votre congrès des Alcooliques Anonymes, donc le 8 juin, à l'école secondaire Laurier-Mère Teresa. Sinon, sur le site Internet, on peut aller, donc, aa-québec.org. Si vous voulez, Laval, c'est la région 90, parce que, c'est le site général québécois. Et sinon, à l'ANON, c'est al-anon-montréal.org. Marie, Bernard et Antoinette, merci beaucoup de votre présence à l'émission. Merci. Et oui, les téléphones, oui, c'est vrai. Ligne d'aide pour Alanon, 514-866-9803, vous voyez au bas de l'écran. Et à Laval, pour les AA, 450-629-6635. Merci à vous trois. Il y a plein de choses, il y a plein de détails. Vous avez tous les détails sur le site Internet. Merci à vous, la maison, d'avoir été aujourd'hui avec nous à Ça vaut le détour. Et on vous attend la semaine prochaine pour la dernière de la saison. À la prochaine.